Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, nouvel échange, nouvelle interview et je suis très heureux de recevoir Amouna Gwanimba et avant toute forme de débat. Cher Amouna, comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous-même. Tout va bien, vraiment doublement heureux Parfait. de vous recevoir sur Juste Milieu. Vous êtes un nouveau visage, c'est la première fois que l'on vous accueille et Oui. qui plus est pour parler d'un sujet que l'on traite trop peu sur Juste Milieu et d'ailleurs de manière générale, la question du panafricanisme. Mais justement, non, c'est plus compliqué que ça. Vous critiquez cette notion-là dans ce livre, Le panafricanisme, un véritable danger pour l'Afrique. On va, avec vous, cher Amouna, beaucoup réfléchir, se creuser les neurones sur cette question-là, beaucoup plus complexe que ce que l'on peut entendre dans les médias. Et on va y aller tout de suite. Mais avant tout, d'abord, quelques mots sur votre parcours. Voilà, pour faire connaissance avec les spectateurs de Juste Milieu, nous dire un petit peu voilà, ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question-là et à écrire différents ouvrages. C'est votre nouveau livre, vous en aviez plusieurs encore avant. Oui. Bonjour aux téléspectateurs et puis merci pour l'invitation déjà. On va dire de façon générale, je travaille et je m'intéresse aux questions de façon générale sur les cultures du monde et plus particulièrement les cultures de ce qu'on appelait l'Afrique. On va en parler pendant la discussion. Et c'est tout cela qui m'a emmené un petit peu à m'interroger sur tout ce qui est concept, voilà, les concepts que nous utilisons ainsi que les institutions dans lesquelles nous naviguons de façon générale dans le monde. Et avec cet ouvrage, alors on va y aller immédiatement parce que je laissais deviner à nos spectateurs en introduction, vous travaillez autour de la notion de panafricanisme et on va poser quelques bases sur tout votre travail et toutes les réflexions que vous proposez dans cet ouvrage. Je le dis de manière complètement subjective. Je suis très heureux de vous recevoir parce que je me suis régalé à la lecture du livre. Donc vraiment, voilà, j'aime bien le dire subjectivement. Je me suis régalé, donc je vais en parler avec grand plaisir de votre ouvrage. Et d'abord, vous nous invitez, et c'est aussi dans l'ordre du livre, vous nous invitez à nous poser des questions sur les termes, de l'importance des termes qui sont utilisés autour de la question du panafricanisme et déjà sur l'utilisation du mot Afrique. Vous lui préférez l'utilisation du terme pays bantou ou territoire ou terre bantou. Est-ce que vous pouvez nous inviter à ces réflexions-là et de l'importance des termes et notamment le terme de panafricanisme, bien évidemment? Effectivement. Alors, le concept d'Afrique, comme le dit le professeur Joseph Kizerbo, dans l'histoire générale de l'Afrique, qui a été publiée il y a quelques années déjà, il y a bien de temps par l'UNESCO. Il a écrit que le terme d'Afrique est un terme difficile, dont l'origine est difficile à élucider. Donc c'est un terme qu'on utilise, mais on ne sait pas qui l'a inventé, ni ce qu'il signifie, ni pourquoi il est là. Donc aujourd'hui on se dit tous africains, etc., mais on ne sait finalement pas ce qu'il signifie ce terme-là. Donc voilà pourquoi il a été question déjà de questionner ce terme, puisqu'aujourd'hui on dit que nous sommes des Africains, par exemple. Ça signifie quoi être un Africain? Est-ce que c'est être noir de peau, comme on dit vulgairement? Est-ce que c'est être ceci? Est-ce que c'est être cela? Donc c'est un terme qui n'a, pour ainsi dire, aucune définition en soi, puisque dans l'ouvrage, je le donne dans les sources, tous les auteurs qui se sont penchés sur ce concept n'arrivent pas à dire d'où il vient. Donc on donne une origine arabe, une origine berbère, une origine grecque, une origine éthiopienne, une origine romaine. Donc il y a plusieurs versions et aucune de toutes ces versions-là ne coïncide en fait. Donc d'où l'interrogation de tous ces concepts. Alors, je vais peut-être déjà commencer par donner le fil conducteur de ce qui a emmené à l'étude, du moins à la rédaction de cet ouvrage. C'est l'ouvrage fondamental, je l'appelle comme ça, qui s'intitule Les Noirs au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Dans cet ouvrage-là, qui est paru bien avant celui-là, je questionne le concept de noir, puisqu'aujourd'hui on dit que nous sommes des noirs, nous sommes des blancs, etc. On va en parler durant la discussion. Et quand on interroge ce concept, justement, on se rend compte que on ne s'appelait pas, du moins, l'être humain ne s'est jamais désigné par sa couleur de peau à l'origine. Donc, ce sont des appellations qui sont nouvelles dans l'histoire de l'humanité. La façon de se désigner, la façon de désigner un territoire, etc., etc. Donc, c'est en fait cet ensemble d'interrogations-là qui a poussé au questionnement sur le panafricanisme, puisque dans le concept de panafricanisme, il contient le mot Afrique, Afrique, africain et tout ça. Là. Donc, on ne sait pas ce qu'est Afrique, on ne sait pas ce que ça signifie, on ne sait pas ce que signifie africain,
Et c'est dans ce sens que j'ai proposé ce néologisme de pays bantou ou terre bantou pour essayer de remplacer un petit peu ces termes obscurs là. Et la culture eurasiatique, vous la mettez aussi au cœur de vos réflexions et avec une notion justement que l'on rencontre beaucoup dans cet ouvrage-là. Alors, juste pour l'expliciter, au risque sûrement d'en parler au fil de l'échange, la notion de Rixtula, je le prononce sûrement très mal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça? Alors, le Rixtula, en fait, je l'ai étudié justement dans le fameux livre Les Noirs, au cœur d'une institution millénaire eurasiatique. Donc, le Rixtula, c'est en fait le fondement, je le définis comme étant le fondement culturel des sociétés eurasiatiques ou indo-européennes, comme on le dit habituellement. Donc, il s'agit en fait d'un poème dans lequel on explique que le dieu Rig, qui est un dieu européen, indo-européen, qui vient en fait établir le fondement de la société indo-européenne, comment elle doit fonctionner. Donc, quand il arrive sur Terre, il va créer ce qu'on appelle une société à caste, où il y a des hiérarchies sociales, où il y a des privilégiés pour certains, d'autres qui ne sont pas privilégiés. Donc, dans ce champ poétique, le dieu Rig arrive et il va rencontrer une première famille qui va être une famille qui va mal l'accueillir, pour ainsi dire. Donc, cette famille-là va constituer la première caste, qui va être la caste des esclaves. Donc, on l'appelle Traël, le représentant de cette caste-là. Il va aller dans une seconde famille qui va mieux l'accueillir que la première famille. Et il va faire un enfant avec, parce que c'est ça en fait le schéma. Il arrive, il rencontre un couple, il a des rapports sexuels avec l'épouse du monsieur qui va donner la descendance qui va suivre. Donc la deuxième famille, c'est Karl. Donc c'est celui qui va représenter, on va dire, dans la société indo-européenne, le guerrier, les rois et tout ça là, les seigneurs, les chevaliers et tout ce qui s'en suivent. Et il va aller dans une troisième famille où l'accueil va être meilleur. Et donc, c'est de cette famille jaillira celui qu'on appelle Jarl. Donc, ça constitue en fait l'élite de la société. Donc, tout ce qui concerne la religion, donc, notamment les druides pour le monde gaulois, etc., etc. Donc, c'est cette architecture que l'on retrouve dans ce champ poétique qu'on appelle Rixtula. Il y a plusieurs autres versions en fonction du milieu. Et donc ça va être en fait l'établissement de l'organisation sociale eurasiatique, indo-européenne comme on l'appelle habituellement. Donc au-dessus de la chaîne, il y a le religieux, ceux qui prient, les oratores en latin. Au milieu, il y a les bellatores, ceux qui font la guerre. Et puis au bas de l'échelle, il y a le restant de la population qui sont en fait des esclaves de tout le reste. Donc c'est ça en fait le Rixtula. Et c'est de là que va découler en fait toute l'organisation jusqu'à aujourd'hui encore, puisqu'on parle de mondialisation. Vous allez remarquer que quand on parle de tiers état, on retrouve le tiers, 1, 2, 3. Donc c'est cette catégorisation de l'organisation sociale en 3. Il y a le tiers état, aujourd'hui on parle de tiers monde, donc c'est toujours 3, où il y a des nobles en haut, et puis il y a tout le reste qui va être défavorisé par rapport à ceux qui sont au-dessus. Donc c'est toujours le même schéma que l'on retrouve partout en fait dans ce système d'organisation de la société là. Donc c'est en fait un système hiérarchique, un système esclavagiste pour ainsi dire, et c'est de là que va découler en fait toutes ces études, donc celui qu'on va appeler le noir. Alors pour revenir par rapport à la question du noir, donc c'est dans le Rixtula qu'on retrouve justement ce code couleur, puisque c'est l'esclave en fait, celui qui est au bas de l'échelle. La couleur qui va le caractériser, ça va être la couleur noire, non pas en fonction de sa couleur de peau. Et c'est parce que dans l'imaginaire indo-européen, dans l'imaginaire eurasiatique, le noir en fait est une couleur c'est la couleur de la pauvreté, de la mort, de l'esclave, de tout ce qui représente la saleté ou la bassesse en fait. Et le blanc, c'est celui qui incarne Jarl, donc la couleur de la divinité, de la propreté, de la royauté. Et au milieu, le bellatore, celui qui va à la guerre, c'est la couleur rouge. Donc ça incarne le sang en fait. C'est celui qui fait couler le sang en fait. Donc c'est de là que viendra le concept de noir. Aujourd'hui, on dit que oui, nous sommes des noirs, mais en fait, nous ne sommes pas des noirs en fonction de notre couleur de peau, mais c'est en fonction de cette catégorisation originelle là. En fait, le noir qualifie en fait celui qu'on appelle aujourd'hui l'homme blanc et qui était au bas de l'échelle. C'est en fait ça le schéma. Et on va suivre en fait le déroulé logique de votre ouvrage parce que c'est aussi ce que j'ai apprécié sur la forme, on va dire, c'est qu'il y a quelque chose de très pédagogique. Vous nous invitez à changer de lunettes en fait sur beaucoup de sujets, beaucoup de notions. Le concept de race, on y viendra, et notamment dans ce que vous expliquez là, effectivement, ça renverse beaucoup de conceptions établies que l'on ne questionne plus. Effectivement, aujourd'hui, même en pensant bien faire, quand on désigne quelqu'un en disant quelqu'un a la peau noire et tout ça, on ignore complètement ce que vous dites là, et
c'est vraiment très intéressant et c'est dans le sens de l'ouvrage. Il y a une lecture vraiment cursive où vous nous amenez à questionner ces notions-là et évidemment le concept de race. Donc vous commenciez à l'évoquer à ce moment-là. Je cite un passage, page 66, voilà, pour nos spectateurs qui l'auront déjà lu, qui auront déjà lu votre livre ou ceux qui vont le lire. Vous dites sur cette notion sur ce concept de race: s'il est vrai que le soi-disant noir a moins de chances d'être embauché à tel ou tel autre poste, ce n'est pas parce qu'il serait noir de peau, mais bien parce qu'il a été intégré à la caste des gens inférieurs. Voilà pourquoi un blanc sera aussi discriminé au même poste s'il fait partie de cette même caste inférieure. Je cite ce passage en ouverture parce qu'effectivement, on a un propos qui s'inscrit à la fois dans l'histoire de ce que vous dites là, de ces conceptions imposées sur le rapport entre noir et blanc, mais c'est aussi un passage qui est d'une actualité brûlante avec la question du racisme plus que jamais présente dans nos sociétés. Oui, effectivement, parce que la difficulté en fait dans la recherche et dans la compréhension des choses de façon générale, c'est que la notion du racisme a pris dans dans l'imaginaire du monde. Hein, c'est-à-dire qu'on a éduqué la population à la réalité du racisme et de la notion de race. Alors que quand on fait des investigations, et même les Européens même qui ont fabriqué ce concept de race, aujourd'hui on se rend compte que la race n'existe pas. Et quand on parlait de race, il s'agissait de parler en fait de tout ce qui, de la valeur de quelque chose. Hein, par exemple, pour la viande bovine, on va dire que c'est de telle race ou de telle autre race. Donc c'est en fait ça la notion originelle de race, c'est ce que ça signifie. Donc c'est avec l'anthropologie et l'ethnographie et toutes ces sciences-là qui ont été inventées plus tard au XVIIIe siècle, XIXe siècle, que la notion de race va devenir quelque chose de colorimétrique, hein, de biologique, d'épidermique, hein, alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Alors, justement, vous faites bien de citer ce passage, puisque on se rend compte, en fait, quand on a compris le Rixtula et la division de la société en caste, en hiérarchie, on se rend compte que encore de nos jours, quand on voit, par exemple, je donne un exemple tout simple, prenons une entreprise. Dans une entreprise, on voit qu'il y a des actionnaires qui sont au-dessus de la chaîne alimentaire, et il y a le salarié qui cravache matin, midi, soir, et qui ne gagne pas un rond. Il n'arrive même pas à payer, à payer ses fins de mois, à payer l'électricité, ses charges et tout le reste. Alors que celui qui est au-dessus de la chaîne, ben, des fois, sans rien faire, il sort de là avec des primes hallucinantes. Donc c'est ce même schéma que l'on rencontre. Alors, on peut donner le cas des femmes, hein, puisque c'est un cas qui revient souvent. La femme en Europe et de façon générale, aujourd'hui, puisqu'on parle de mondialisation, c'est une culture qui s'est, la culture du Rixtula s'est mondialisée. La femme aujourd'hui a été rabaissée. Donc on voit que la condition de la femme, elle est dans la même caste que Traël, peu importe sa couleur de peau. Hein, voilà pourquoi vous avez des femmes européennes, par exemple, qui ont inventé le féminisme. C'est pourquoi? Et pour avoir les mêmes droits que ceux qui sont au-dessus de la chaîne alimentaire, pour utiliser cette expression-là. Donc on voit que il y a une caste qui est là, dans laquelle on va mettre pas mal de gens qui sont pas privilégiés, qui n'ont pas les privilèges de la société. Ah, donc c'est ceux-là que l'on appelle les noirs de façon générale, au-delà de leur couleur de peau. Et donc avec le temps, cette vision-là va être faussée, hein, puisque même si on reprend le cas de les périodes dites d'esclavage, on se rend compte que quand on va un petit peu dans les archives, il n'y avait pas que des noirs de peau qui étaient dans les champs de canne à sucre, par exemple. Il y avait énormément d'Européens, par exemple ceux qui étaient envoyés, ceux qui étaient au banc, le bannissement et tout ça là, c'était des esclaves. C'était des esclaves et ça on n'en parle pas. Donc quand on a l'esclavage, on ramène tout à la couleur de peau, mais on ne prend pas en considération en fait le système, hein, le cadre social. C'est en fait ça la difficulté dans tout ça. Et c'est vrai que cet éclairage-là, il est très précieux parce que on voit aujourd'hui la lutte contre le racisme plus que jamais importante, évidemment, rejoint d'autres luttes. C'est la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, par exemple, vous l'évoquiez. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a une instrumentalisation de ces questions-là, alors que, comme vous le dites, finalement, que ce soit aussi bien la question des inégalités entre les femmes et les hommes ou la question du racisme, on a l'impression, finalement, de paravent qui viennent cacher une réalité qui est celle que vous dites, que vous évoquez, qui est celle d'une société organisée en caste et en classe, bien plus qu'entre des gens de couleurs de peau différentes ou de sexes différents. Et bientôt, on aura d'autres causes, comme par exemple la question du genre, qui viendra, là encore, diviser la population, en montant les groupes les uns contre les autres, donc les blancs contre les noirs, les femmes contre les hommes, tout ça. On en revient toujours à cette logique-là, finalement. C'est ça. Mais je peux donner un dernier exemple, puisqu'on est en plein dans le débat en France, notamment avec les élections législatives qui ont lieu.
où on parle de l'extrême droite, hein, où on essaie de manipuler la population en disant que le problème, ce sont les étrangers, le problème, oui. Et sauf que ça, c'est un discours qui rentre dans le même cadre. Vous allez remarquer que le problème, et si je prends l'exemple de la France, c'est pareil partout dans le monde, ce ne sont pas les étrangers en soi, hein. C'est-à-dire que ces pays européens, par exemple, ont eu un ensemble de dirigeants qui n'ont pas su diriger la barque. C'est-à-dire que les pauvres sont devenus toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches. Du coup, pour détourner l'attention sur leur mauvaise gestion des affaires du pays, on désigne toujours un coupable, un responsable. Ah oui, c'est la faute à un tel, si ça va mal. Ah, c'est la faute à un tel. Donc, c'est le même discours, la même logique, en fait, que l'on reprend toujours pour stigmatiser ou voilà. Mais c'est pour, en fait, toujours pour cacher le véritable problème à gérer, en fait. Et c'est vrai que c'est ce que vous dites là, ce que vous évoquez là, vous citez même l'exemple. Alors c'est vrai que j'en suis presque tombé de ma chaise, mais c'est vrai que c'était encore un éclairage très important. Vous citez le cas du Ku Klux Klan, page 73 notamment, et vous évoquez cet aspect-là. Alors, pouvez-vous nous en dire plus, parce que c'était très surprenant, mais c'est extrêmement intéressant de voir que là encore, il y a beaucoup de présupposés, on va dire, sur cette question-là. Oui, effectivement, quand on cite l'exemple du Ku Klux Klan, donc le KKK, comme on l'appelle en abrégé, on parle toujours du rapport racisme noir-blanc, alors que quand on lit en profondeur les activités autour de ce mouvement américain, il ne s'agit pas simplement d'une affaire de noir et de blanc, il ne s'agit pas d'une affaire de racisme. Qu'est-ce qui se passe avec le Ku Klux Klan? C'est en fait une question de privilège, on revient toujours au même schéma du Rickson. En fait, il faut simplement appliquer le principe du Rickson là et on a le schéma. C'est-à-dire que le contexte de l'époque, c'est lequel? Les blancs américains, comme on appelle, on va utiliser le terme blanc pour se comprendre pendant l'exposé, ils ont des privilèges, c'est-à-dire qu'ils ont des gens qui font pour eux un travail gratuit. Pour ainsi dire, d'un côté on a les paresseux, les blancs, et de l'autre côté on a ceux qui sont forcés au travail, donc les esclaves dits noirs. À partir d'une période, notamment la guerre de sécession aux États-Unis et tout ça, certains vont commencer à se libérer. Donc certains noirs, utilisant ce terme pour se comprendre, voilà, vont commencer à s'émanciper et autres, et ça ne va pas plaire à une partie de maîtres esclavagistes. Donc c'est à partir de ce moment qu'ils vont créer le Ku Klux Klan pour ne pas perdre leurs privilèges. Hein. C'est comme si, imaginons que vous avez une manne d'argent quelque part qui tombe gratuitement, et vous perdez cette manne-là. Qu'est-ce que vous allez faire par réaction? Vous allez vous battre pour le conserver. Donc c'est dans ce contexte-là en fait que le Ku Klux Klan va naître et va mener ses actions, pour ainsi dire. Et le Ku Klux Klan, c'est pas une affaire de noir ou de blanc, hein, puisque le Ku Klux Klan, comme je le montre dans le livre, s'attaque en fait à tout ce qui vient nuire en fait à la suprématie dite blanche, pour ainsi dire. Donc aux privilèges de ceux qui avaient des privilèges, tout simplement, pour faire un résumé du livre. Donc c'est ça en fait le contexte du Ku Klux Klan. Donc c'est pas une affaire de noirs ou des gens qui n'aimaient pas les noirs parce qu'ils étaient noirs et tout ça. Non, ce sont des gens qui voulaient simplement conserver leurs privilèges et ils mettaient tout en œuvre pour le conserver. Voilà pourquoi ils s'attaquaient à tout ce qui allait à l'encontre des privilèges des blancs à l'époque aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà pourquoi dans le livre je cite un passage où on montre qu'ils s'attaquent clairement à tout ce qui est blanc, mais qui viennent à l'encontre des intérêts des privilégiés américains. Oui, il y a toujours ce changement de pied différent qui éclaire en fait la réalité, et notamment cette réalité-là. Un autre grand point de l'ouvrage que je voulais évoquer avec vous, cher Hamouna, c'est la question du Back to Africa que vous évoquez, qui est au centre de l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, ce qu'il en est de ce mouvement-là, dans la continuité directe de la période de l'esclavagisme et du commerce triangulaire en Europe, mais vous évoquez voilà, là encore la complexité en fait, de cette situation. On parle de l'esclavagisme seulement en partance de l'Europe, mais vous évoquez la complexité, l'esclavagisme qu'on a pu trouver dans certains royaumes en Afrique du Nord et autres. Vous évoquez tout ça, et est-ce que vous pouvez nous remonter un petit peu le temps jusqu'à cette période dite du Back to Africa, et que, là encore, je le redis, que j'ignorais en fait, en vérité, que vous éclairez avec cette lumière-là, et j'ai trouvé ça saisissant, vraiment. Alors, le Back to Africa, c'est un concept important pour le panafricanisme, hein, puisqu'on parle du panafricanisme. Pour le concept du panafricanisme, c'est au cœur même du concept du panafricanisme. Donc, Back to Africa, ça signifie retour en Afrique, hein, pour traduire littéralement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour schématiser une fois de plus, parce qu'il y a tellement de paramètres à souligner, il y a l'esclavage.
certains arrivent à s'émanciper. Et puis, il y a des mouvements voilà, qui réclament la fin de l'esclavage et tout ça. Donc, on est dans cette période-là. Alors, il y aura tellement de gens qui vont s'émanciper aux États-Unis d'Amérique notamment, et puis bien ailleurs, que les maîtres esclavagistes vont se demander qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là. On se comprenne bien. Donc, ils vont se poser cette question. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Parce qu'ils prennent une place importante maintenant, puisqu'ils deviennent des hommes libres. Ils prennent une place importante dans la société qui est dirigée par des blancs. Donc, pour le moment, on garde les termes blanc-noir pour rester bien dans le contexte de l'époque. Alors, il y en a qui vont imaginer, donc des blancs qui vont imaginer ce concept de Back to Africa. En d'autres termes, il s'agit de prendre des Noirs qui se sont libérés et de les renvoyer en Afrique. Donc, le contexte au départ, c'était quoi? Les Blancs arrivent en Afrique, élèvent à ressources humaines les Noirs, les emmènent pour travailler en tant qu'esclaves dans les champs de canne à sucre, pour les Amériques par exemple. Et avec le Back to Africa, ça va être l'effet inverse. On va prendre les descendants de ceux qui ont été pris à l'origine et on va les renvoyer, non pas par acte de charité, mais parce que ça devenait un problème dans la société, puisque c'était une société dirigée par des Blancs. Parce qu'à l'époque, voilà, ce qui comptait, c'était voilà, la couleur du racisme en tant que race, mais cette fois-ci épidermique. Donc, aller les prélever et les s'en débarrasser, pour ainsi dire. Donc, c'est ça le contexte du Back to Africa. Donc, c'est une invention, parce que quand on entend certains auteurs ou certains analystes, on a l'impression que c'est une invention des Noirs qui voulaient voilà, retourner à leurs racines africaines et tout ça. Mais la question, en fait, elle est plus complexe que ça parce que, voilà, c'est notamment la société américaine de colonisation des populations noires. Je crois que c'est ça l'intitulé oui, c'est ça. Société américaine de colonisation. Donc, qui vont prélever déjà émettre l'idée et puis passer à l'action. Donc, ils vont créer des bateaux, mettre à disposition des bateaux, vont y charger des Noirs qui se sont libérés de force au départ et vont les déporter en Afrique. Donc, ça va être une déportation, mais dans le sens inverse. Donc, ça va être ce mouvement-là qui va être initié, donc qui est déjà au cœur du panafricanisme et qui va être initié, mais par les Blancs. Donc, c'est ça la complexité, en fait, de cette question du Back to Africa, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour comprendre le Back to Africa, il faut déjà comprendre de ce qui s'est passé. Là, on reste dans le cadre des États-Unis d'Amérique, pour comprendre la logique. Les Américains blancs, donc, les Européens qui viendront envahir l'Amérique, ils vont y trouver des populations, ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui des Amérindiens. Parce que ça aussi, c'est un terme inventé une fois de plus par ceux qui ont agressé ceux qui étaient là. Alors, ils vont, comme cette population, poser des problèmes, du moins, était un problème pour ceux qui voulaient s'emparer de leur terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer ce qu'on appelle des réserves. Et ils vont parquer ce qu'on appelle ces Amérindiens dans des réserves. Donc, comme on parque du bétail pour mieux les contrôler, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ils y sont. Pour la plupart. Donc, c'est la même chose, en fait, qu'ils vont faire avec le Back to Africa. Il s'agissait de parquer, cette fois-ci, ces Noirs-là, en Afrique, cette fois-ci. Donc, c'est ce qui va donner naissance au Libéria, en Afrique, le pays qu'on appelle le Libéria, ou la Sierra Leone et toutes ces histoires-là. Ce sont des inventions des Blancs américains qui vont prélever des Noirs émancipés et puis qui vont, de force, comme ça, les déporter, mais dans le sens inverse. Donc, faut toujours faire des parallèles pour comprendre le contexte de l'époque. Alors, pourquoi est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose avec les Amérindiens, les déporter ailleurs, par exemple? Bon, l'argument avec les Noirs, c'est que ils viendraient d'Afrique. Voilà pourquoi on les ramène dans la terre de leurs ancêtres. C'était l'argument, on va dire, philosophique de l'époque. Sauf qu'avec les Amérindiens, ils étaient chez eux. Donc là, l'idée, c'était de créer un parc et puis les animaliser, mais sur leur territoire, pour mieux prendre en otage le pays et puis toutes les richesses, parce que tout est toujours question de richesse. C'est ça, en fait, la question du Back to Africa. Donc, voilà. Donc, le Back to Africa, ce n'est pas une invention des anciens esclaves qui se sont émancipés, c'est une invention de l'homme blanc qui était maître à l'époque et qui a créé un cahier de charges pour se débarrasser de cette manne d'anciens esclaves qui lui causera un problème. Donc, c'était un projet à la base d'expulsion de ceux qui pourraient poser problème à la société blanche de l'époque, d'où l'histoire du KKK,
Hein, voilà un petit peu le contexte du Back to Africa. Et dans l'ouvrage, vous expliquez, enfin, vous avez cette phrase par rapport au Back to Africa, vous parlez d'une guerre ouverte contre les Bantous du continent. Parce que effectivement, ce que vous expliquez là, là encore, nous fait changer complètement de perspective sur cette question-là, où on peut voir l'aspect positif finalement de dire à une population, vous allez retourner sur la terre de vos ancêtres, sauf que vous démontrez par A plus B que tout ça est complètement mensonger, que ça n'a en plus aucun sens de dire ça à des gens qui sont nés sur une autre terre, qui n'a plus rien à voir avec l'Afrique. Et vous avez ce terme de guerre ouverte. Là encore, est-ce que vous pouvez continuer en fait à tirer le fil du raisonnement jusqu'au rôle peut-être de Marcus Garvey, qui est peut-être plus connu par certains de nos téléspectateurs dans le contexte du panafricanisme? Qu'il faut dire, c'est que pourquoi je parle de guerre ouverte? Parce que, une fois de plus, c'est un projet qui dépasse les anciens esclaves eux-mêmes, hein, du moins ceux qui se sont émancipés, puisque je viens de dire que c'est une, pardon, c'est une fabrication de la société américaine de colonisation. Donc, les blancs, les maîtres blancs de l'époque. Alors, qui va se passer, c'est quoi en fait? Le but de cette organisation, la société américaine de colonisation, faut lire ses objectifs. C'était de coloniser l'Afrique, de christianiser l'Afrique, donc d'acculturer, d'aliéner ceux qui étaient en Afrique. Puisqu'en Afrique, les gens vivaient avec leur culture, avec leur mode de vie, etc. Donc là, l'idée, c'était d'américaniser, soyons directs, américaniser l'Afrique. Et l'idée autre qu'il y avait derrière, c'était de créer, puisque les États-Unis d'Amérique étaient... on dit que c'est un pays qui n'a jamais eu de colonisation, mais moi je dis que c'est faux. De colonie, pardon, en Afrique, mais je dis que c'est faux. Puisque le Libéria, par exemple, et tout le reste, ce sont des colonies américaines. Puisqu'on voit que le gouvernement américain a investi, a financé pour installer des Noirs là-bas, donc des Noirs américains. Et dans le programme était clair, c'était de christianiser et d'apporter la civilisation américaine, donc d'américaniser les Africains qui étaient sur place. Voilà pourquoi on a eu la guerre au Libéria. Ça vient de quoi cette guerre? Ça vient de ceux qui étaient sur place, donc les Bantous. Hein, non, je les appelle pas les Africains, on va en parler. Je les appelle les Bantous. Donc, les Bantous qui étaient sur place en Afrique, ils vivaient avec leur culture. Donc, la guerre au Libéria, ça vient de là. C'est-à-dire cette confrontation entre ceux, donc ces Noirs-là, qui sont nés aux États-Unis d'Amérique, qui n'ont connu que ça, qui ont vécu avec cette culture, qui ont été à l'école américaine, qu'on envoyait en Afrique pour aliéner, pour abrutir et arracher à ceux qui étaient en Afrique leur territoire. Voilà pourquoi ils arrivaient sur leurs grands chevaux. Et c'est en fait ça le contexte de l'époque. Donc il faut comprendre déjà le but de cette société qui au départ envoyait ces Noirs-là en Afrique. Donc le but clair, c'était d'américaniser les Africains. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a toutes ces tensions-là au Sierra Leone, pardon, Libéria et tout ça. Hein, donc ça vient de ce contexte de l'époque. Donc c'est une guerre, pourquoi? Parce que derrière, il y a un agenda, un projet qui est là. Donc le projet, c'était de détruire, si vous voulez, l'Afrique, s'emparer de leurs terres. Alors, plus dans le livre, plus loin, je parle de cheval de Troie. C'est quoi un cheval de Troie? C'est-à-dire qu'il faut se camoufler, voilà, plutôt que d'apparaître soi-même, on va trouver un pion. Hein? Le discours ici, c'était de dire, voilà, on vous a volé vos enfants, on vous les ramène. C'était ça l'argument philosophique pour essayer de séduire les gens. Hein, donc voilà, nous sommes tous des Noirs, c'est cet argument encore qui se poursuit à notre époque. Nous sommes tous des Noirs, voilà, on vous ramène vos frères et tout ça. Les accepter. Sauf que derrière, l'agenda était tout autre. Tes frères, quand on nous ramenait en Afrique, ils avaient été à l'école occidentale avec un agenda bien précis, christianiser l'Afrique, américaniser les mœurs en Afrique, et c'est ce qui va donner le conflit au Libéria. Hein, on pourra en parler plus loin. Donc c'est ça en fait le contexte de guerre dont je parle dans l'ouvrage. Et c'est vrai que cette notion de cheval de Troie, et vous faites le parallèle avec un cas qui, là encore, est terriblement d'actualité pour presque la parenthèse sans en être une, en vérité. Vous parlez du Back to Israel, qui a été une situation qui, finalement, semble assez ressemblante dans cette dynamique-là, d'envoyer une population qui est née et grandie sur un autre territoire, et l'envoyer, en l'occurrence là, en Israël. Alors, donc c'est par rapport, oui, je parle du Back to Israel, justement pour faire le rapport. Donc, savoir que le cas d'Israël, habituellement, pour
mettre un petit peu brosser le portrait des choses. C'est-à-dire que très souvent, on nous a habitués à analyser des faits de façon isolée, plutôt que de les étudier de façon globale. Hein. On vit dans un monde globalisé, comme on dit aujourd'hui. Donc, ce qui se passe ailleurs, faut savoir que ça a toujours un impact dans un autre pays, même si, voilà, de près comme de loin. Alors, le cas d'Israël, comme je l'ai fait avec le cas des 10 Amérindiens, on voit que c'est forcément lié avec ce qui s'est passé pour le cas des Africains avec le Back to Africa. Puisque ce sont les mêmes qui ont fait le Back to Africa, notamment les leaders américains et anglais, principalement, que c'est eux aussi qui chapeautaient, qui ont créé tout ce qui était Sierra Leone et autres. Donc, ce sont ces mêmes-là qui vont initier ce qu'on va appeler le retour en terre promise. Hein, pour les Juifs, donc après la Seconde Guerre mondiale, il était question de créer l'État d'Israël. Et figurez-vous que avant que ce ne soit, voilà, au Moyen-Orient, là où ils sont en train de s'entretuer, l'idée c'était de déporter ces Juifs-là en Afrique de l'Est notamment. Donc le projet s'appelait Uganda Project. Donc c'était une idée notamment des Anglais, enfin de toute cette sphère de façon générale. Donc l'idée c'était de prélever ces Juifs-là et d'aller créer l'État d'Israël en Afrique. Hein, donc si vous cherchez dans l'ouvrage, je cite, c'est Uganda Project. C'est en Afrique de l'Est qu'ils avaient l'intention de faire ça. Donc on va voir que celui aussi qui a initié, du moins qui a réfléchi sur la création de l'État d'Israël, comment il s'appelle, Théodore Herzl, voilà. Il suivait de très près le mouvement panafricain, le mouvement du Back to Africa, notamment le docteur, comment il s'appelle, Webb Du Bois, hein, de mémoire, je pense que c'est, voilà. Il suivait de près ce qui se passait avec tout ce qui était création de la Sierra Leone, du Libéria et autres. Donc c'est ce qui va l'inspirer également pour faire le Back to Israel, comme je l'appelle. Et sauf que le Back to Israel initial, ce n'était pas dans l'état actuel d'Israël, donc au Moyen-Orient, c'était en Afrique. Bien après que les idées vont changer, et puis bon, ça va se faire du côté du Moyen-Orient, de la Palestine aujourd'hui, et puis c'est ce qui donne toutes ces guerres, qui crée toutes ces guerres-là. Donc vous voyez que partout où on a essayé de déporter des populations, ça crée des tensions, ça crée des guerres. Au Libéria, on a eu la guerre au Libéria, ça continue encore aujourd'hui les tensions, et c'est pareil entre Israël et Palestine aujourd'hui. On voit que c'est les mêmes conflits où on vient déporter des gens de force, et ça crée des tensions dans la région, parce que les gens sont privés de leur bien, pour ainsi dire. Donc, ces mouvements-là, il faut toujours les étudier de façon associée, pour ainsi dire. Et vous nous donnez, avec toutes ces réflexions, tous ces éléments, un peu la colonne vertébrale presque de ce qui donne naissance au panafricanisme. Est-ce que pour vous, le Back to Africa est le point, on va dire, de départ du mouvement panafricain, ou est-ce que vous le situez ailleurs? Oui, c'est le point de départ du mouvement panafricain. Hein, voilà pourquoi le concept de panafricanisme est même biaisé, puisque c'est pas une invention ni des Noirs, ni des Bantous eux-mêmes. C'est ça en fait le problème. C'est que ce sont cette élite blanche qui a inventé ça pour pouvoir s'aimer la zizanie, comme on l'a vu avec Israël et comme on l'a vu avec le Libéria et partout ailleurs, c'est pareil. Aujourd'hui, on parle par exemple, je vais donner un autre exemple, les tensions qui ont en RDC, République démocratique du Congo. Le conflit qu'ils ont avec le Rwanda, c'est le même problème, puisque c'est la Belgique qui a pris des Rwandais, qui ont déporté des Rwandais en l'est du pays, et c'est ce qui donne les conflits qu'on connaît actuellement aujourd'hui avec, bref, toutes ces guerres qu'il y a actuellement avec le M23 et autres. Donc vous voyez que tous ces mouvements sont entrecoupés, on peut, voilà, c'est comme un puzzle qu'il faut reconstituer finalement. Donc le Back to Africa, effectivement, c'est au centre du cœur du projet panafricain. Donc c'est une invention au départ de l'élite blanche pour se débarrasser de sa population d'une part, et d'autre part pour coloniser l'Afrique, entre autres, et le reste de la planète plus tard. Et en plus de ce projet-là, vous aurez des intellectuels noirs, je dis pas bantous, mais noirs, puisque ce sont ces noirs-là qui ont étudié, qui ont été américanisés, occidentalisés, qui vont reprendre à leur compte ce mouvement du Back to Africa, et ça va aboutir au plus célèbre qui est Marcus Garvey, dont vous avez parlé, qui va refaire ce que ces blancs-là avaient déjà fait à l'époque, c'est-à-dire mettre à disposition des bateaux
pour déporter ces populations-là. Donc c'était ça le projet en fait du panafricanisme. Donc c'était pour dire que voilà, tous les Noirs, on va créer un enclos. Hein, on a parlé des Amérindiens qui sont dans des réserves. Donc cette fois-ci, la réserve, ça va être le continent qu'on appelle Afrique. Donc il fallait prendre tous ces Noirs-là et puis les parquer comme des moutons en Afrique. Donc ça va être pris par tous ces leaders noirs. Et, voilà, qui vont se remettre dans cette voilà dans cette entreprise initiée par les Occidentaux. Donc d'où le Back to Africa, d'où le panafricanisme. On pourrait étudier les concepts après. Donc PAN par exemple, ça signifie tout. Hein, voilà. Donc tout africain ensemble, c'est ce que ça signifie. Donc au niveau étymologique, Pan, c'est tout, mais ça renvoie également au dieu Pan. Hein. On pourra en discuter quand on va parler de l'impasse de l'herbivore avec Nzouamba Simanga. C'est ça le concept en fait. Donc, on aura ces intellectuels, ces leaders qui vont reprendre à leur compte cette logique-là, esclavagiste, de parquer des gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces intellectuels étaient eux-mêmes déjà américanisés, occidentalisés. Et donc, quand ils vont initier ça, bon, pour la plupart, ça donne ce que ça va donner comme résultat. Hein. Voilà pourquoi le panafricanisme, on va dire que depuis les années 1800, il est opérationnel, sauf que jusque-là, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. C'est à cause de toutes ces défaillances au niveau conceptuel déjà, d'une part, mais d'autre part, au niveau de la pratique, c'est pas possible. Parce que oui, justement, on en arrive logiquement en fait à la critique du panafricanisme dans son état contemporain, on va dire, ce qu'aujourd'hui cela peut amener, alors que la question semble se diffuser et qu'effectivement le sujet du panafricanisme s'impose de plus en plus, mais vous évoquez le principe, vous le disiez, de l'impasse des lions herbivores, effectivement, qui nous éclaire là encore sur les échecs présents et les échecs à venir du panafricanisme, et on va continuer à développer avec vous, hein, cher Hamouna, petit à petit sur voilà les critiques que l'on peut apporter au panafricanisme et les solutions que l'on peut aussi bien sûr y opposer. Alors effectivement oui, on parle de l'impasse des lions herbivores, donc ça c'est une analogie mise sur pied par un collègue à moi, Nzouamba Simanga, que je salue. En gros, il donne l'analogie suivante. Vous avez un groupe de lions. Donc les lions par définition sont carnivores. Mais vous allez avoir dans le troupeau des lions qui par maladie deviendront herbivores. Alors, ces lions herbivores-là, par définition, ils vont créer une solidarité, non pas avec les carnivores, mais avec ceux qui sont chassés par les lions carnivores, donc les antilopes, les gazelles, qui sont par définition herbivores. Donc, parmi les lions, on aura ceux qui vont chasser la gazelle, qui est herbivore, et d'autres lions qui seront herbivores, donc qui vont s'allier aux gazelles. Alors, les deux types de lions ne peuvent pas mettre sur pied une stratégie de chasse commune. Hein, puisque les uns sont herbivores et les autres sont devenus carnivores. Donc, les lions sont carnivores, mais d'autres lions sont devenus herbivores par maladie. Donc, ceux qui sont malades ne peuvent pas avoir une même stratégie de chasse, puisque les herbivores iront défendre finalement la gazelle, hein, qui fait partie de leur groupe finalement voilà leur groupe de consommateurs herbivores. Donc, c'est ça cette analogie en fait que Nzouamba explique en nous disant qu'on ne peut pas s'allier. Du moins, les herbivores et les carnivores ne peuvent pas se mettre ensemble. Donc, ça, quand on l'applique de façon idéologique, hein, l'exemple qu'il donne dans son ouvrage, c'est un tout petit ouvrage qui se lit rapidement et facilement. Il donne l'exemple de la religion aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui en Afrique, on a littéralement ce qu'on peut appeler des guerres de religion, hein, qu'on a imité en Europe, voilà, entre chrétiens et puis musulmans et autres. Alors, aujourd'hui, il y a tous ces mouvements-là qui pilulent un petit peu en Afrique. Hein, donc il y a les chrétiens, il y a des musulmans, il y a ceux qui parlent de retour à leur culture ancestrale. Alors, la question que pose le panafricanisme, c'est tout noir ensemble ou tout africain ensemble. Donc la question qu'on peut se demander, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Donc est-ce qu'on peut réunir tous ces gens-là qui ont des visions différentes du monde? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Puisque le musulman, il combat le chrétien. Le chrétien combat le bouddhiste combat le traditionnaliste, comme on l'appelle, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Or, le problème du panafricanisme, c'est qu'il nous vend l'illusion d'une unité biologique, d'une unité raciale. Hein, puisque, comme j'explique au début du livre, les fondements du panafricanisme sont racialistes, racistes et tout ce que l'on veut. Hein, puisqu'il s'agit de faire, c'est en fait un pendant noir
de ce que les Blancs ont eu à faire, hein, puisque les Blancs sont organisés aussi en race blanche, notamment dans le contexte esclavagiste de l'époque. Donc, le fondement du panafricanisme sont racistes, racial. Hein, voilà pourquoi l'un des premiers concepts du panafricanisme, c'était pannégrisme. Hein, donc, tous les nègres ensemble. J'en parle dans le livre. Donc, c'est toutes ces étapes en fait qu'il faut comprendre. Donc, quand on comprend cette essence du panafricanisme, qui demande à une unité de la couleur de peau et non pas à une unité culturelle, donc idéologique, là, c'est là où arrive le problème. Hein, voilà pourquoi, ben, dans l'impasse des lieux herbivores, on va poser la question. Parce qu'avant que ça devienne un livre, c'était en fait une expérience sociale, pour ainsi dire, qu'on a eu à faire. On a posé une question simple à ces Africains qui se disaient musulmans ou chrétiens ou autres. On disait par exemple, ok, vous parlez de la défense de l'Afrique, vous êtes panafricain, il n'y a pas de problème, vous aimez l'Afrique, comme vous dites, vous voulez la défendre et autres. Et si aujourd'hui, cette Afrique que vous aimez tant est en guerre contre le Vatican, quel camp allez-vous choisir? Là, les réponses étaient claires. Donc, si cette Afrique que vous aimez tant est en guerre contre la Mecque, quel camp vous allez choisir? Et tout de suite, les réponses qui arrivaient, on choisissait là où notre idéologie allait. Donc, on va choisir la Mecque parce qu'on est musulman, c'est la terre du prophète Mahomet. On va choisir le Vatican parce qu'on est chrétien, c'est la terre de voilà le siège du Saint-Père, etc., etc. Donc, on voit que le culturel, l'idéologique prend toujours le dessus sur la couleur de peau. Donc, aucun peuple au monde, même en Europe, n'a eu à faire d'unité. D'ailleurs, l'Europe a du mal à faire son unité. Et pourtant, vous êtes tous blancs en Europe. Mais on voit que vous avez du mal à faire l'Union européenne, à faire une unité des blancs. Donc, nulle part au monde, on a vu une unité qui s'est faite sur la couleur de la peau. L'unité, c'est toujours sur l'idéologie, la culture, les valeurs que vous défendez. Donc, c'est ça, en fait, l'analogie de l'impasse des lions herbivores. Hein, donc, avec cette analogie-là, on parvient en fait à démasquer ceux qui sont pour le retour véritable en Afrique et ceux qui sont pour une Afrique de complaisance, c'est-à-dire qu'on est noir et puis black is beautiful, comme disent les Américains. Et quand il est question de s'intéresser véritablement aux véritables enjeux de cette Afrique, et là, notre cœur va tout de suite à l'américanisation de la société. Hein, voilà pourquoi d'ailleurs, je pense que je le cite dans le livre ou dans un autre livre, ben, j'ai eu également à donner une conférence là-dessus sur l'excellent film Le Prince à New York. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé avec Eddie Murphy, Un Prince à New York. Alors, mais ça, c'est un film, dès que vous en parlez à tout le monde, excellent film. Ah oui, on est noir, on est fier, il valorise le noir et tout ça. Quand on décortique ce film, on se rend compte que c'est une insulte à l'Afrique. C'est une insulte véritable à l'Afrique parce que on représente une fois de plus des caricatures que l'anthropologie a fabriquées sur l'Afrique. Voilà, ce dirigeant autoritaire, paresseux, que l'on réveille à coups de trompette, machin. Il se fait laver par des femmes. Voilà, il est sadique, pervers et autres. Et puis, ben, le bonheur, il va le trouver où, une fois de plus? En Amérique. C'est ça le contexte général du film Un Prince à New York. Donc, chez lui, il n'y a rien de valable. Il faut qu'il quitte l'Afrique pour aller en Amérique pour trouver la perle rare. Donc, bref, c'est un petit peu ça le contexte, en fait. Donc, voilà un petit peu le contexte du panafricanisme. C'est-à-dire que on ne peut pas faire d'unité. Nul peuple au monde n'a eu à faire d'unité en fonction d'une quelconque couleur de peau. Donc, c'est ce que demande à faire le panafricanisme. Voilà pourquoi jusque-là, puisqu'on parlait de la critique du concept et de ses effets jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pu faire rendre ce panafricanisme concret. Pourquoi? Parce que ce n'est pas concrétisable. Puisque on a plusieurs tendances. Les uns sont ceci, les autres sont cela. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on est noir pour se mettre ensemble. Il faut travailler sur un véritable agenda, une véritable valeur, un véritable programme. Et c'est sur ce programme-là qu'on pourra se situer. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand on parle de Bantou, il ne s'agit pas d'une couleur de peau. Il s'agit d'un programme. Donc, quand on parle de Bantou, pays Bantou et d'autres, j'en parle beaucoup dans le livre. Donc, les Bantous, c'est ceux qui ont des valeurs, qui ont une culture. Ce qu'on a par exemple appelé en Afrique du Sud avec Nelson Mandela l'Ubuntu. Donc, les Bantous, c'est ceux qui pratiquent l'Ubuntu. Donc, on voit que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec une quelconque situation d'émotion.
Donc voilà, grosso modo, voilà, pour expliquer l'analogie de l'impasse des lueurs buvoirs. C'est pour dire que on ne se met pas ensemble parce qu'on est noir, on se met ensemble parce que on a défini ensemble un projet de vie que l'on partage et c'est sur ce projet que l'on va bâtir un avenir. Hein, alors que le panafricanisme nous dit que non, on fait les choses parce qu'on doit être noir et puis c'est tout. Ça s'arrête là le critère. Sauf que dans la réalité, on voit que tous les noirs se tapent aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique, etc., etc. Alors, je vais en profiter pour faire une petite digression. Il y a tellement de paramètres. Quand on parle d'afro-déportés, il y a deux catégories en fait, ça, parce que ça c'est très important à souligner. J'en parle dans le livre. Il y a ceux qui ont été américains, du moins, pour prendre le cas de l'Amérique, hein. Il y a ceux qui ont été américanisés ou occidentalisés et qui ont fait le Back to Africa. Hein, donc, ce sont ces intellectuels noirs américains qui venaient christianiser les sauvages en Afrique. C'est littéralement ce qui est écrit dans la littérature. Hein. Ils venaient, voilà, civiliser le nègre sauvage. Donc, ils reprenaient le discours en fait de l'homme blanc à leur compte. Et il y a ces afro-déportés-là, comme on les appelle habituellement, qui, eux, par exemple, sont restés dans les Amériques et qui se sont battus pour créer des communautés là-bas. Donc, on les appelle, donc, on va dire que d'un côté, il y a ce qu'on pourrait appeler les sans-terre, donc ceux qui ont accepté comment dire, ceux qui ont accepté l'occidentalisation, hein, tout simplement pour résumer. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont des terres, hein, comme par exemple les Quilombos hein, au Brésil. Ce sont des communautés qui se sont battus pour avoir leurs terres et qui ont organisé, c'est parce que les Quilombos, on en parle de façon très vulgaire, mais ce sont des pays en fait. Ce sont des pays à part entière, les Quilombos et tout ça. Donc il y a un chef, il y a une organisation, il y a une structure. Donc les gens se retrouvent se situent par rapport à leurs terres. Voilà pourquoi je parle de territoire ou de terre de pays bantous. Donc c'est toujours par rapport à la terre. Hein, c'est comme quand on parle de la Suisse, c'est un pays, c'est une terre. Et il y a une population qui est dessus et qui a une organisation. Pareil pour tout le monde. Alors que ces Noirs américains occidentalisés, donc ceux qui sont ou qui ont fait la promotion du Back to Africa, la plupart du temps, c'est ceux qui n'avaient pas des terres. Ça, c'est, voilà. Donc, si vous faites un petit peu vos recherches dessus, vous allez vous en rendre compte. Par contre, il y a d'autres, nombreux, dont on ne parle quasiment pas, qui sont restés sur place, qui ont des communautés qui sont là depuis des siècles et des siècles déjà, hein, depuis, voilà. Même bien avant la fin de l'esclavage, comme on dit officiellement, ils avaient déjà leur communauté, ils s'organisaient déjà, je cite quelques exemples dans le livre. Donc ceux-là, ils sont restés dans la culture bantou. Hein, puisque même quand on voit l'organisation, c'est une organisation bantou. C'est ceux-là qui ont refusé, en fait, pour ainsi dire, l'occidentalisation de leurs mœurs. Hein, ils se revendiquent de l'Afrique. J'ai, par exemple, des vidéos où il y a un chef d'une communauté de Quilombo qui connaît parfaitement l'Afrique, il sait qu'il vient de l'Afrique, mais il dit que chez lui, c'est là où il est, là où ses ancêtres se sont battus pour avoir une terre, et c'est là qu'il a créé sa communauté. Mais sans couper de lien avec l'Afrique. Ça, c'est très important à garder à l'esprit parce que ça va nous permettre de répondre justement aux fameuses solutions dont on va parler plus tard. Et justement, avant d'arriver à ces solutions, deux questions encore, parce que j'en aurais plein d'autres à vous poser. Vraiment, le livre est tellement passionnant, riche, et ça renverse beaucoup de choses établies, comme on l'a dit déjà tout à l'heure. Est-ce que la lutte contre le panafricanisme, d'une certaine manière, se matérialise aujourd'hui dans certains pays en Afrique ou pas encore? Est-ce qu'il y a une sorte de prise de conscience politique, ou est-ce que ce Back to Africa s'est fait sans véritable critique? Est-ce que les choses évoluent ou pas ces dernières années par rapport à cette question-là? Alors, parce que vous allez voir que on a un défaut aujourd'hui en Afrique, enfin de façon générale, c'est que très souvent on va reprendre des concepts à notre compte, alors que ce que l'on fait ne correspond rien à ces concepts-là. Tout cela, c'est pour dire, par exemple, que quand on voit l'organisation de l'Union africaine, qui aujourd'hui est devenue l'Union africaine, quand on voit ce qui a motivé la création, il parle de panafricanisme, mais ça n'a rien à voir avec le panafricanisme, puisque j'ai dit que le panafricanisme était fondé sur la couleur de la peau. Sauf que ce qu'ils ont fait avec l'OUA ou l'UA aujourd'hui, ce sont des États qui ont des valeurs, des constitutions, qui se sont mis ensemble et qui essaient de créer quelque chose ensemble. Donc on voit que le panafricanisme idéologique des afro-descendants, de ceux qui ont fait le Back to Africa, n'est pas le même que ce qu'aujourd'hui les Africains croient être panafricanisme.
Donc il y a déjà cette subtilité-là à avoir à l'esprit. Donc on dit panafricanisme, comme aujourd'hui on s'appelle noir sans savoir ce que c'est noir, ou on dit blanc sans savoir ce qu'est blanc. Donc d'où l'importance, comme on l'a rappelé au départ, des concepts. Il faut comprendre des concepts, il faut les analyser pour savoir finalement, est-ce que ce que je fais, c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc on a déjà ce petit péché-là. Alors au niveau de la prise de conscience, oui, effectivement, nombreux commencent à prendre conscience. Nombreux commencent à prendre conscience. Voilà pourquoi. Ben, si vous prenez le cas du Mali, je vais donner, c'est un cas que je cite dans le livre, je vais le redonner, puisque on a parlé de l'impasse des Noirs herbivores avec la question de la religion. Aujourd'hui, le Mali est face à un impasse, puisque vous avez un groupe de ceux qui veulent faire le retour à la culture africaine. Hein, on va utiliser les termes africains pour se comprendre, donc à la culture bantou pour ainsi dire. Et vous avez un autre groupe, puisque le Mali a été islamisé depuis des siècles déjà, qui veulent garder l'islam comme fondement de la société. Donc vous avez ces deux groupes-là qui sont en guerre, littéralement parlant, hein, puisque tout récemment, je crois que c'est au mois de mars ou avril, vous avez la communauté musulmane qui a eu à prendre des fatwas contre tout ce monde-là, voilà, interdiction de se marier avec. Donc il y a plein d'interdictions comme ça qui ont été prises à l'encontre de ces communautés qui sont maliennes, pourtant. Donc, mais mis au banc de la société. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un retour à la culture africaine. Donc, vous voyez que là, on est en plein dans l'impasse des non herbivores. On est au Mali, entre Maliens, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que les uns ont prêté allégeance à l'islam, d'autres à l'occidentalité, d'autres à la culture africaine. Donc, du coup, ça crée quelque chose où on ne peut rien faire de bon. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, notamment concernant le panafricanisme, puisque comme j'ai dit, le panafricanisme, c'est la couleur de peau. Sauf que les gens se rendent compte que bon, il suffit plus d'être noir pour dire qu'on est frères, pour dire qu'on doit se mettre ensemble et pour dire qu'on peut faire des choses ensemble. Donc, tant que le point de départ, la culture, n'est pas mise en avant, tant qu'on ne règle pas ce volet culturel-là, le reste, voilà, on ne pourra pas aller bien loin. Donc, effectivement, bah, avec toutes les communications que nous sommes en train de faire, tous les travaux et autres, on prend de plus en plus conscience des enjeux. Ben, il n'y a pas que le panafricanisme, hein, il y a plusieurs autres sujets. Et petit à petit, les choses avancent. Donc là, c'est en fait pour parler de la supercherie du concept de race. Hein, donc il faut qu'on se sorte de ça, de la supercherie du concept de race, parce que c'est quelque chose qui a entraîné beaucoup de personnes. Vous allez voir dans l'ethnologie ou l'ethnographie, que sais-je, on parle souvent des guerres tribales, oui, telle tribu, vous voyez, guerre ethnique, guerre tribale, mais c'est pareil. Ça, c'est né avec justement cette idéologie racialiste du monde. Puisque chez nous, il n'y a pas de doigt. L'Africain, lui, il ne voit pas le monde en termes de couleur de peau, en termes de race. Ça, c'est voilà. Déjà, l'être humain, on ne le définit pas en tant que noir ou blanc. Hein, quand on parle les langues africaines. Donc, on n'a pas cette vision-là. Donc, c'est arrivé ces guerres dites tribales, donc racistes, au fond, puisque c'est le même concept, à partir du moment où on a commencé à boire l'idéologie européenne, hein, des races et tout ça. C'est ce qui va donner naissance à la guerre, au génocide au Rwanda. Ça vient de ce même problème des races, là. Donc, on va inventer de toutes pièces des races qui n'ont jamais existé, ou tout-i. On va dire que les uns ont des nez longs, d'autres sont ceci, cela, et ça va créer justement ces tensions dans la société, où plutôt que de voir les valeurs, la culture, on va commencer à se voir en fonction des traits physiologiques. Voilà, tu as des yeux comme ça, ben, tu es un outil, tu as des machins comme ça, tu es un outil, et ben, c'est ce qui va donner le génocide en 94, et puis avec ces millions de morts-là. Donc, voilà. Donc, tous ces concepts, il faut les remettre en question. Le panafricanisme, malheureusement, baigne dans ce cadre du racisme-là. Hein? Donc, a beaucoup puisé, s'est beaucoup inspiré de ce cadre raciste, de telle sorte que quand on veut parler des vrais sujets qui concernent l'Afrique, des vrais débats idéologiques, culturels, ça crée systématiquement des tensions. Et face à cela, du coup, que répondez-vous, voilà, pour changer de perspective, pour éviter justement ces écueils-là? Quelles sont les solutions que vous envisagez face au panafricanisme pour aller vers un nouvel élan qui effectivement éviterait ces erreurs-là, ces erreurs de perspective-là? Alors, mais les Bantous ont toujours apporté des solutions à toute l'humanité d'ailleurs, hein, puisqu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, des sciences et tout ça là.
Hein, on le voit par exemple avec l'Égypte où la plupart des philosophes grecs sont allés étudier en Égypte et puis ont ramené cette connaissance en Europe. Bref, on ne va pas refaire l'histoire. Donc, les Bantous ont toujours apporté quelque chose au monde, ont toujours apporté des solutions au monde. Donc, ce que moi je propose, enfin, c'est pas moi, c'est la culture bantou, c'est justement de revenir à cette Ubuntu qui, comment dire, la vision du monde des Bantous, même de tout être humain de façon générale, normale, on va dire. Hein, on devrait s'intéresser à cette philosophie de l'Ubuntu, comme on l'appelle. Donc, cette vision du monde, comment s'organise le monde, comment s'organise la société, comment s'organisent les communautés. Hein, donc, on doit déjà se questionner par rapport à cela. Donc, pour se questionner à cela, ben, j'ai écrit l'un des premiers livres que je vais écrire, c'est Duname, c'est en fait le système d'organisation de la société bantou en particulier, mais universelle de façon générale, qui se fonde sur cette Ubuntu. Donc ça, c'est la solution que nous apportons. Alors, si on se fonde sur ça, l'une des solutions, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas l'unité de la race, ce n'est pas l'unité de complaisance, l'unité biologique, hein, puisqu'on a vu qu'aucune communauté au monde, quelle qu'elle soit, n'a eu à faire d'unité sur la couleur de peau. Donc, ce que nous proposons, c'est une unité culturelle. Voilà pourquoi précédemment, j'ai parlé de ces communautés afro-déportées, des Quilombo par exemple, qui continuent à vivre d'après la culture bantou. Donc, s'il faut faire une unité ou une solidarité ou une organisation, ce serait de s'allier avec tous ceux qui partagent cette idéologie, du moins cette culture bantou. Voilà une solution, la solution la plus pragmatique qui soit. Voilà pourquoi l'un des grands chercheurs et professeurs africains de notre époque, Cheikh Anta Diop, tous ses travaux étaient fondés sur la culture et il appelle justement à l'unité culturelle. Donc, voir ces points de notre culture qui nous unissent. Donc, nous devons faire une unité culturelle et non pas une unité raciale. Et ça n'a jamais rien produit de bon, puisque même Marcus Garvey a échoué dans ce projet-là. Donc, tous ceux qui sont allés dans ce projet ont échoué systématiquement, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou ailleurs. Même le nazisme a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient également dans cette philosophie de l'unité raciale, pour ainsi dire. Hein? Donc, ça a échoué. Donc, systématiquement, ça échoue. Par contre, ceux qui fondent l'organisation de leur vie, l'organisation de la communauté sur une unité culturelle, une unité idéologique, ça fonctionne, ça prend toujours. Je vais donner un exemple tout simple. Prenons le cas de la religion. Hein, quand on se dit chrétien, ce n'est pas une question de couleur de peau. Quand on se dit musulman, ce n'est pas une question de couleur de peau. Quand on se dit juriste, par exemple, avocat en droit, voilà, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question d'un savoir que vous partagez ensemble. Voilà pourquoi vous avez des musulmans qui sont européens, des musulmans qui sont africains, pour reprendre ce concept flou, des musulmans qui sont arabes, des musulmans, donc. Et tous partagent un socle commun. Hein, les chrétiens, par exemple, ils vont tous fêter le 25 décembre Noël, parce qu'ils ont cette valeur commune, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient sur Mars, qu'ils soient sur Vénus, etc. Donc, on voit que ce sont les valeurs, finalement, qui fédèrent les gens, hein, qui permettent de s'organiser autour de quelque chose. Et c'est voilà, donc ce n'est pas, ça n'a jamais été la question raciale ou racialiste telle que le panafricanisme veut l'apporter. Alors, j'ai parlé du Duname et de la culture Ubuntu. Nous avons des principes qui nous donnent un petit peu des pistes. Hein, je vais donner quelques-uns. Le principe du Duname, l'un des principes de l'Ubuntu, c'est le monde n'a pas d'extérieur. Alors, ce principe, il signifie quoi, pour être schématique? Ça signifie que nous sommes tous dans le même, donc tous nous sommes dans le même bateau. Déjà, tous les êtres humains sont dans le même bateau, pour ainsi dire. Et partout où on est, nous sommes chez nous. C'est ce que ça signifie. Vous voyez que quand vous appliquez ce principe de l'Ubuntu, donc la culture, ça vient en opposition au principe de la race, qui est le Back to Africa. Parce que c'est quoi le Back to Africa? C'est fuir là où je suis pour aller ailleurs. Donc je suis aux États-Unis d'Amérique, je vais laisser l'endroit où je suis pour fuir l'adversité et aller en Afrique croyant trouver la terre promise. Et en Afrique, quand on y va, on va voir que là-bas aussi, ça chauffe un petit peu. Je vais fuir et je vais aller ailleurs. Donc c'est ça en fait la logique qu'il y a derrière le Back to Africa. C'est une logique de fuite. Plutôt que d'être dans une logique de, j'ai failli dire conquérant, mais c'est pas ça, d'une logique d'existence finalement. Parce que c'est partout où je suis, je dois être chez moi. Hein? Et ça rejoint le deuxième principe justement du Duname qui dit que la société est dans la nature.
Donc, la société, c'est l'invention de l'être humain. Donc, vous avez la nature, le monde dans lequel je suis, et vous avez la société, donc ce que je crée. Donc, partout où je suis, normalement, je dois apporter ma valeur ajoutée en tant qu'être humain. C'est ce qui caractérise l'être humain. C'est un être créateur, un être innovateur. Donc, il doit mettre sur pied tout ce qu'il faut pour trouver les conditions de son existence et de sa pérennité partout où il se trouve. Donc, vous voyez que les principes de l'Ubuntu, finalement, viennent en contradiction avec la logique du panafricanisme, qui est une logique racialiste, finalement. Donc, les solutions que nous apportons, ben, c'est de demander l'unité des valeurs, l'unité culturelle, comme l'a dit le professeur Cheikh Anta Diop, et non pas l'unité raciale et tout ça, parce qu'on peut être noir, tous noirs, mais on voit que ça ne règle pas les problèmes, puisque entre nous noirs, qu'on soit en Afrique et même ici en Europe, où on se trouve en Amérique et autres, on a des conflits entre nous. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'organiser, on n'a pas de projet de vie, on n'a pas de projet de société. Hein, donc c'est un petit peu ça ce que je pourrais dire par rapport aux solutions. Donc il y a plusieurs pistes à explorer, mais la piste de façon générale, elle est culturelle. Hein, et pour faire un petit parallèle avec l'Union européenne, on voit que l'Union européenne a du mal. Pourquoi? Parce que voilà, il n'y a pas une idéologie claire, une culture claire sur laquelle ils veulent s'appuyer pour faire quelque chose. Hein, chacun essaie de tirer la couverture de son côté et puis bon, finalement, ça vole en éclats. Donc c'est un petit peu ça ce que nous proposons comme solution. Donc c'est l'Ubuntu, hein, donc le retour à la culture bantou. Et à partir de ces bases-là, de ce socle, créer quelque chose de nouveau que on peut apporter à l'humanité. Donc l'Ubuntu, pour schématiser, c'est cette valeur qui met au centre des choses l'être humain, hein, la dignité humaine, hein, le respect. Bon, là je le traduis rapidement en français, dignité, mais ça pourrait être discutable. Une fois de plus, tous les concepts sont discutables, mais bon, c'est pour se comprendre. Donc l'Ubuntu, c'est ce qui considère que l'être humain, il n'y a pas de valeur au-dessus de la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chosifier un être humain, et l'être humain est là pour vivre dans le bonheur, hein, dans la plénitude. Il est là pour se réaliser. Donc chacun de nous doit se réaliser en tant qu'être humain. Voilà pourquoi l'être humain, qui a conscience de son humanité, doit également prendre en charge ses semblables humains, donc ceux qui partagent les mêmes valeurs avec lui. Et voilà pourquoi nous vivons pas seuls, donc le monde n'a pas d'extérieur. Nous vivons dans un environnement qu'on appelle le monde, la nature, et nous devons prendre soin de cette nature. Parce que si on détruit la nature, ben finalement l'être humain qui dépend de la nature, lui également, va être abîmé. Et comme la valeur, c'est de respecter l'être humain, la dignité humaine, et ben finalement, on doit prendre en considération tout ce qui nous environne pour créer un monde sain dans lequel tout le monde évolue et tout le monde s'épanouit. Pour schématiser, c'est un petit peu cette logique, cette philosophie qui est derrière le concept d'Ubuntu. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça, effectivement, des notions intelligentes qui éclairent les choses complètement différemment. Cher Hamouna, nous sommes ensemble hein, depuis un petit peu plus d'une heure déjà. Un immense merci hein, pour toutes vos réponses. Déjà, ça passe vite. Ça passe très très vite, mais voilà, quand on se régale, ça fait plaisir déjà. Un immense merci. Et pour conclure, gentiment, hein, pour conclure gentiment, quels sont les autres ouvrages voilà, dans lesquels on peut vous retrouver, dans lesquels vous creusez ces questions-là, et puis peut-être aussi, je vous laisserai le mot de la fin finalement, voilà, pour conclure cet échange-là sur la suite à donner en fait de vos réflexions-là. Pourquoi pour vous tout ça est d'une importance cruciale, et je crois que pour beaucoup de nos auditeurs également, on comprend mieux toute l'importance de ces réflexions-là. Voilà, le micro est à vous pour finir en beauté, à l'image du reste. En beauté. Bon, en fait, les ouvrages sont nombreux, mais les deux principaux qui marquent le cadre, c'est le Dunamé, la tradition kamite avec ses 101 961 ans de modernité, avant Lumumba. Donc ça, c'est un ouvrage dans lequel je parle de l'Ubuntu avec tous ses principes et tout ça. Et l'autre livre phare, donc les piliers culturels sur lequel se fonde tout le reste, en fait, c'est Les Noirs au cœur d'une institution millénaire asiatique. Donc c'est dans celui-là que je brosse le tableau du Rixtula et puis expliquer tous ces concepts, où j'interroge tous ces concepts noirs, nègres, et puis l'organisation du monde, de la société dans laquelle nous vivons. Donc ce sont ces deux ouvrages phares qui donnent naissance à tous les autres travaux qui tournent autour. Donc ce sont des travaux culturels pour ainsi dire. Donc on interroge là la culture de tous les peuples de la planète. On n'est pas fermé, nous, au contraire. On veut savoir ce que font les autres, les uns et les autres, pour comprendre comment fonctionnent les mécanismes du monde. Hein, au-delà
de cette idéologie raciale, racialiste qu'on nous emmenait en voyant le monde en tant que noir, blanc, pauvre, riche, tous ces schémas totalement caducs et inopérants d'ailleurs, puisque ça ne produit aucun fruit. Voilà grosso modo ce que je pourrais dire, mais sinon après, ben, il y a plusieurs livres que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la librairie Sanda, hein, sandalibrairie.ch. Donc, c'est une librairie en Suisse qui commercialise mes ouvrages. Et puis, bon, dans tout libraire, auprès de tout libraire, vous pourrez les avoir. Et sinon, le mot de la fin, bon, c'est demander, voilà, questionner les concepts. Ça, c'est très important. Nous devons questionner les concepts, remonter à l'étymologie des concepts, la réalité culturelle qui leur a donné vie. Et ça va nous permettre de comprendre énormément de choses, passées, présentes et même futures. Parce que pour créer le futur, il faut comprendre ce dans quoi on avance. Hein, je vais vous donner un dernier exemple tout simple. On a vendu aux Africains depuis l'époque déjà le concept de développement. Mais quand on vous parle de développement, tout être humain normal est d'accord avec le développement. Personne ne veut pas se développer. Mais quand on va creuser le concept, on se rend compte que c'est un concept cannibale, prédateur, été forgé par les Américains, toujours eux, avec le monde occidental autour, pour phagocyter les richesses de l'Afrique. Donc vous voyez que les concepts sont très 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 importants à interroger parce qu'un concept a toujours des conséquences. Ça, c'est une certitude. Donc quand vous avez un concept avec une idée, une fois que cette idée est mise sur pied, les conséquences après, c'est sur des générations qu'on peut les rattraper ou pas. Donc quand on a des mauvaises conséquences, comme avec le panafricanisme, on voit qu'aujourd'hui, on a eu des mauvaises conséquences puisque ça a été, ce concept a occasionné beaucoup de guerres, en Afrique notamment, et même dans en dehors de l'Afrique, hein, puisque vous avez ces communautés-là qui se sont occidentalisées ou américanisées, qui font la guerre à ceux qui sont restés, on va dire, bantous dans l'âme, culturellement parlant. Hein, donc on a le civilisé, donc ce rapport entre le civilisé et le non civilisé. Il y a toujours ce rapport-là qui revient à la surface. Donc, il est très important d'interroger les concepts parce que c'est les concepts, peu importe le domaine d'ailleurs, hein, les concepts qui nous montrent le chemin à suivre. Et même quand on bâtit des nouveaux concepts, il faut toujours savoir sur quel pied danser finalement. Absolument, absolument. Une fois de plus, voilà, on ne pouvait rêver meilleure conclusion. Voilà, un immense merci, cher Amouna Ngonimba. Je remonte votre ouvrage, donc vous l'avez dit, hein, on peut commander. Le lien est en description, d'ailleurs, si vous voulez vous rendre sur la librairie et pour retrouver vos ouvrages, évidemment. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Juste Milieu. Merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, et la porte est ouverte. N'hésitez pas, vous êtes le bienvenu, avec grand plaisir. Merci. Chers spectateurs, nous on va se retrouver, vous le savez, comme d'habitude, sur Juste Milieu pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.